ou vous voulez les tester maintenant? Fais gaffe. Oui, c'est bon? Eh bien, on va commencer. Merci beaucoup de vous être joints. Nous, on est ravis d'être avec vous pour ce panel des semaines de l'innovation Epitech. On remercie aussi Epitech de nous avoir invités pour nous permettre de vous présenter un petit sujet qui nous tient à cœur. Alors, on ne va pas parler, peut-être contrairement aux autres sujets qui sont débattus pendant cette quinzaine d'enjeux techniques ou technologiques, on va plutôt parler d'un enjeu social, qui est la féminisation des filières numériques. Et donc, je suis venu pour ça accompagné de deux expertes donc, de notre équipe. CapData, c'est une société qui est spécialisée dans les bases de données, qui est basée sur Nantes. Et donc, deux experts de l'équipe Sarah, qui est administratrice de base de données Postgre, et Félicie, qui est administratrice de base de données MySQL et SQL Server. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu notre métier et qu'elles vous racontent un peu leur parcours et puis tout l'enjeu de la féminisation des filières numériques, aussi bien de notre point de vue à nous de société, de SN, recruteurs, que de leur point de vue à elles, de comment elles ont fait pour intégrer des filières et ensuite se faire une place dans ce milieu qui est très fermé, le milieu de l'expertise qui est un milieu très fermé et peut-être le moins bien représenté d'ailleurs en termes de femmes aujourd'hui dans l'IT. Alors je vais commencer cette petite session par une remise un petit peu du contexte actuel. Je vais me baser sur deux graphiques, vous me dites si vous voyez bien. C'est pas forcément évident parce que c'est assez clair. Ce premier graphique, en fait, c'est un graphique qui nous montre la part de femmes dans les études de filières numériques. Alors c'est aux États-Unis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on part un petit peu de la genèse de l'informatique industrielle, donc depuis 1970 jusqu'à 2010 à peu près. Et donc la courbe qui nous intéresse, c'est celle-ci, là, qui est vert-jaune un petit peu. Et elle est comparée à trois autres courbes de trois autres grandes filières à l'époque. Enfin, à l'époque, ils sont toujours d'actualité. Une filière droit classique, une filière médecine et une filière plutôt scientifique générale, qui sont les trois autres courbes. Et ce qu'on constate, c'est qu'entre 70 et le milieu des première moitié des années 80, on a une bonne progression de la part de femmes dans ces études, dans ces filières-là, les filières informatiques. Et puis, on a tout de suite un fléchissement de la tendance et une inversion à partir de à peu près 82-83, où on va retrouver, contrairement aux autres filières, un abaissement pour arriver en 2010 à un niveau où on est à peu près aux alentours de 17%, un niveau qu'on retrouve aujourd'hui, hein, ça n'a pas beaucoup bougé, vous allez voir sur la courbe suivante, on est toujours à peu près sur ces niveaux-là. Et alors donc, on pourrait se demander pourquoi il y a ce fléchissement à partir de 80. Est-ce que vous avez des idées, vous, déjà? Est-ce que vous avez déjà une opinion là-dessus? Quelques idées? Non? Alors, il y a plusieurs théories. Il y en a une qui est dominante, c'est que ça correspond à peu près à la sortie sur le marché domestique du premier IBM PC, qui doit être fabriqué en 81 et commercialisé entre 80 et 82. Et à l'époque, les premières publicités IBM avaient tendance à cibler les jeunes garçons, en fait. Donc là, typiquement, on voit « Papa, est-ce que je peux t'emprunter ton PC ?» Donc on va cibler spécifiquement les garçons, on ne parle pas du tout des filles là-dedans. Et voilà, le problème que ça va poser, c'est que ça va coller tout de suite une image de l'ordinateur avec le garçon. Alors après, il n'y a probablement pas que cette explication-là, mais en tout cas, c'est une des théories dominantes qui explique pourquoi on a ce changement un peu à cette époque. Et il y a un deuxième graphique qui, lui, c'est pas tout à fait le même contexte parce que c'est en France et c'est pas les études, c'est le pourcentage de femmes dans les directions des systèmes d'information aujourd'hui, enfin sur les 10 dernières années, hein, entre 2012 et 2020, et on voit qu'on n'a jamais dépassé les 20%. Donc c'est-à-dire que après les filières, une fois que donc les femmes sont diplômées, on en retrouve toujours que environ 17%, et encore le 17% c'est 2020, et on sait qu'entre 2020 et 2022, il y a eu un nouveau fléchissement, on est un peu redescendu sous les 17%, donc on n'arrive pas vraiment à faire progresser la part de filles dans les filières numériques, et puis après pour accéder à des postes dans l'IT, tout simplement. Alors, il y a un peu plus d'un an,
Epitech donc, a eu la bonne idée de créer un observatoire sur la féminisation des métiers du numérique. Je ne sais pas si vous connaissiez ça. Vous n'avez jamais vu ce truc-là? Donc c'est sorti en novembre 2021. Donc Epitech s'est associé à Ipsos, organisme de sondage, et l'idée c'était d'aller cibler une population de 800 lycéens et lycéennes, les parents, et leur poser des questions à travers un outil de sondage d'Ipsos, pour essayer de comprendre les raisons en fait. Pourquoi, entre le lycée et l'enseignement supérieur, on a cette carence en fait de filles dans les filières numériques. Alors, je vous invite à aller lire vraiment dans le détail cette étude parce qu'elle est assez intéressante dans le détail, mais globalement, les points clés qu'il faut retenir sur les raisons, il y en a 3-4. Le premier, c'est une problématique d'estime de soi. Et la preuve qui est assez intéressante, c'est que sur une population donc, de filles et de garçons avec 14 ou plus de moyenne dans les matières scientifiques, on a posé la question, est-ce que vous pensez que vous avez les capacités de suivre des études dans une filière numérique ensuite? Et on se retrouve avec 78% des garçons qui disent oui, et seulement 43% des filles qui disent oui. Donc déjà, on a un problème d'appréciation finalement de ces compétences et de ces possibilités pour ensuite poursuivre dans une filière numérique du supérieur. Alors, l'étude dit que les filles sont peut-être un peu plus sévères sur leurs capacités aussi, un peu plus de réserve sur leur capacité à y arriver. Bon, c'est une première explication. Ensuite, deuxième explication, il y a l'influence du cadre familial. Donc on sait que les parents, dans les choix d'orientation, c'est souvent les premiers, les principaux conseillers un petit peu, hein, même si c'est vrai qu'il y a le corps professoral aussi qui peut pas mal jouer, on le verra tout à l'heure, mais c'est aussi une part importante de la décision. Et ce qu'on observe, c'est que dans 61% des cas pour les garçons, les parents ont encouragé à suivre une filière scientifique, alors que seulement 33% des filles. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et là, du coup, c'est pareil, ça va limiter un petit peu encore plus les possibilités de retrouver les filles dans les filières supérieures. Donc on a déjà deux premières raisons. On en a un troisième, et c'est là, je pense que ça peut être intéressant. Alors vous avez déjà franchi le pas, en fait. Donc vous êtes déjà de l'autre côté enseignement supérieur. Toutefois, il y a cette raison-là qui est aussi pas mal intéressante, c'est qu'on estime qu'avant, on a du mal à se projeter, en fait, dans les filières numériques. On ne sait pas vraiment quel métier. On sait que c'est de l'informatique, mais quel métier existe, en fait, après? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on sait qu'il y a des grandes parties, il y a du développement, il y a du projet, il y a de l'infrastructure, l'administration. Dans les faits, il y a énormément de métiers qui sont possibles. Et on dit même qu'on peut faire toute une série de carrières dans une carrière en informatique. On peut commencer par faire de la technique, on se retrouve à faire du management de projet, après du management d'équipe, tout un tas de choses en fait. On n'est pas du tout bloqué, enfermé dans un seul sillon, on peut vraiment naviguer de manière transversale. Et c'est peut-être ça qui est mal perçu, mal vu, en fait, à la fois par les lycéens et lycéennes, et aussi par les parents. Donc les problématiques d'intérêt et de visibilité sur les métiers du numérique qui fait qu'après le bac, on retrouve de moins en moins de filles finalement. Et c'est là où nous, les entreprises, on a un rôle à jouer sur la visibilité, pour vous donner la visibilité sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'il existe comme métier, quelles sont les perspectives après le diplôme. Alors il y a aussi ça, hein, les préjugés. L'image qu'on se fait de l'informaticien. 76% des lycéens et lycéennes interrogés dans l'étude estiment que c'est plutôt un métier de garçon, quoi. Bon. Et parmi ces 76%, il y en a 33 qui disent que les femmes, dans ces métiers-là, alors on parle là plus particulièrement des métiers de l'expertise, celui pour lequel on est là aujourd'hui devant vous, les femmes trouvent difficilement leur place. Bon, on est aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est pas du tout vrai, et on va vous le prouver. Alors il y a un truc aussi qui a fait beaucoup de mal, ça je crois qu'on en avait parlé avec vous, Justine, c'est la réforme du lycée du bac où on a retiré l'enseignement des maths à partir de la première, entre 2019 et 2021. C'est quelque chose qui a été remis en novembre l'année dernière. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une bêtise, mais le mal était fait. Hein. On constate en fait qu'entre 2019 et 2021, on a une perte de 28% des filles
à cause de cette, globalement, directement lié à cette réforme. Et dans les filières où on a 6 heures de maths et plus d'enseignement par semaine, là on est carrément à moins 61%. Donc là, ça a fermé le robinet globalement, et voilà, toutes les écoles après même du numérique ont pas mal souffert de ce phénomène-là, donc qui a été corrigé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait fausse route, hein, globalement, en novembre dernier, en réintroduisant un peu de maths en première, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, ils font 1h30, je crois, de maths dans les filières, dans les cursus hors scientifiques, ils ont réintroduit 1h30 de maths par semaine, mais ça reste quand même relativement peu. Donc est-ce que ce sera suffisant pour redresser la tendance? On ne sait pas vraiment. Et ce qui est étonnant aussi dans cette étude, c'est que, à l'inverse, quand on interroge les parents, les lycéens sur les intérêts de faire des filières numériques et de faire ensuite un travail dans ce milieu-là, tout le monde est d'accord. C'est des métiers d'avenir, c'est plutôt bien payé, il y a un impact important pour jouer sur les grands enjeux d'aujourd'hui, et tout le monde est d'accord pour dire « ouais, c'est super ». Après, il y a ce paradoxe qui est qu'on va plutôt favoriser les garçons et pas les filles. Pourquoi? Alors, le problème, c'est que nous, recruteurs, on se prive en fait de la moitié du potentiel intellectuel. Parce que nous, aujourd'hui, il faut savoir que le marché du recrutement est très tendu. Comment dire, on a vraiment beaucoup besoin de ressources, de trouver des ressources sur l'expertise, mais même sur tous les métiers. Si vous regardez toutes les catégories de métiers, la cybersécurité, le DevOps, tous ces métiers-là, tous les métiers de l'expertise aujourd'hui sont tendus parce qu'on ne trouve pas de candidats, et parce qu'il n'y a pas de filles, eh ben, c'est encore plus compliqué. C'est déjà compliqué de trouver des personnes, mais c'est encore plus compliqué parce que globalement, il y a tout un pan finalement de la population eh ben, qui n'arrive pas au bout de ces filières-là. Et donc c'est un gros problème pour nous, et c'est aussi pour ça qu'on est venu vous en parler aujourd'hui, parce que nous, on souffre en fait de cette situation-là. Alors on a commencé à corriger la tendance, mais c'est vrai que pour nous, c'est quand même encore difficile. On n'en est que tout au début. Et le but pour nous aujourd'hui, c'est de vous dire, déjà de vous parler de notre métier, qui est peut-être pas très connu, administrateur de base de données. Peut-être que qui avait entendu parler du métier d'administrateur de base de données parmi vous? Ah, quand même. Ah, j'en avais pas dit. Ok, bien. Bon, on va préciser du coup ce que c'est que le métier d'administrateur de base de données, et pour vous dire aussi que ce que je disais tout au début, c'est que l'expertise dans les métiers de l'IT, c'est vraiment quelque chose, c'est des métiers de niche, et dans lesquels on retrouve encore moins de femmes en fait. Et nous, notre pari, c'est de dire, il n'y a aucune raison. Aucune raison, et donc on est venu vous en parler aujourd'hui. Je voulais finir, et après je vais laisser la parole à Sarah et Félicie, pour vous parler un petit peu de notre métier, justement, administrateur de base de données. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que c'est pour vous, administrateur de base de données? Quelle représentation vous avez de ce métier? Oui? C'est une bonne réponse, illustrée immédiatement. Quand ça ne marche pas, c'est de sa faute. Donc le DBA, effectivement, Database Administrator, c'est un peu le pompier de la base de données. Vous avez tous vu les bases de données? Vous voyez ce que c'est que des bases de données? Ok. Donc des données, on en a partout. Hein. Vous en avez sur vos objets connectés, sur votre téléphone, toutes les applications auxquelles vous vous connectez. On amasse des données. Il faut pouvoir les stocker quelque part, il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir les consulter, les mettre à jour. Et comme on en amasse de très très grosses quantités, il faut pouvoir les organiser de manière optimisée. Voilà. Et bien son job, lui, alors au-delà d'éteindre le feu quand ça ne marche plus, ça va être de garantir que l'infrastructure qui supporte toutes ces données, elle fonctionne toujours de manière optimale en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand vous lancez votre application de compte en banque pour regarder votre solde, eh ben, il ne se passe pas 10 minutes avant que le solde s'affiche. Globalement, c'est plutôt instantané. Et tout ce travail-là, il va être lié à l'optimisation du stockage des données dans ces systèmes-là et l'optimisation des traitements d'accès à ces données. Et l'expert absolu de ces parties-là, c'est l'administrateur de base de données. Donc il a un rôle quand même important dans l'infrastructure. Donc effectivement, quand ça ne marche pas, c'est de sa faute. Lui, sa responsabilité, justement, ça sera de garantir qu'il ne peut pas empêcher qu'il y ait des sinistres, il ne peut pas empêcher qu'il y ait
des pannes matérielles, électriques, etc. Par contre, son rôle, c'est de garantir que ces données, les données dont il est responsable, sont toujours restaurables. Parfois, il a des engagements de service avec le métier de l'entreprise, la comptabilité, l'industrie, n'importe quoi. Et le métier va lui dire, bah, moi, j'accepte pas de perdre plus de 5 minutes de changement, de modification de données dans mon système. Il faut que je sois capable de revenir 5 minutes avant le crash, mais j'accepte pas de perdre autre chose. Donc lui, il va devoir mettre en place des stratégies de sauvegarde, de sécurisation des données pour être capable d'adresser ces exigences-là. Et ce sera lui le responsable. D'accord ? Alors, garantir que les données soient accessibles par les applications dans un délai qui correspond aux attentes. Donc là, c'est l'histoire de l'interface, de la réponse de l'interface. Une base de données et des données dans une base de données, ce sont des choses qui vivent. Vous en entassez toujours plus, vous pouvez les mettre à jour, vous pouvez en supprimer. C'est comme si vous alliez dans une bibliothèque ou un rayon à la FNAC où tout est classé par ordre de hauteur, et puis vous prenez les livres au hasard et vous les reposez n'importe comment, et après vous allez chercher où est le livre de tel auteur, vous ne savez plus où il est, parce que tout a été dérangé. Donc, lui, son rôle, c'est de garantir qu'on met en place des mécanismes de maintenance qui fait qu'automatiquement, la base, elle se réorganise toute seule et elle est toujours dans un état de fonctionnement optimal pour répondre de la manière la plus efficace possible en fait, à toutes les questions qui sont posées. Voilà. Alors, garantir que l'activité dépendant des données puisse reprendre en cas de sinistre majeur. Bon, ça rejoint un petit peu le premier point. Surveiller, mesurer, contrôler, réagir. Toujours ça, donc il doit mettre en place des outils, des sondes, etc. Et puis évidemment, faire évoluer tout ça. Les bases de données ne sont pas tombées du ciel, il a fallu les construire, il a fallu les intégrer, les designer, faire toute l'architecture. Et donc c'est aussi sa responsabilité. Et la complexité, c'est que les systèmes, les logiciels qui gèrent, vous avez entendu parler d'Oracle, MongoDB, MySQL, hein, j'imagine, ce sont des logiciels spécialisés. Il y en a tout un tas. Pour devenir expert sur un système aujourd'hui, on estime qu'il faut minimum 3 ans pour faire que ça, vraiment que ça tout le temps. Il faut minimum 3 ans, et entre 3 et 5 ans pour être vraiment à l'aise, en fait. Ça veut dire qu'il y a un investissement, il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même relativement longue, et il y a un investissement personnel à faire juste sur un moteur. Et le problème, c'est que des moteurs, il y en a 5, 6. Et quand dans l'entreprise, il y a 5, 6 moteurs, et ben, un seul, ça ne suffit plus. Il faut en mettre plusieurs, globalement. Et comme c'est une ressource qui est relativement rare, ça devient rapidement un problème, en fait, pour les entreprises. Alors, pourquoi je dis que c'est rare? C'est parce qu'en fait, il n'y a aucune école qui forme à ce métier aujourd'hui. On y vient forcément par accident, quelque part. Vous allez faire des études plutôt orientées développement ou plutôt orientées infrastructure. Mais vous n'allez pas apprendre, vous avez peut-être vu des unités d'enseignement où on parle un petit peu de SQL, où on parle un petit peu des bases de données, mais il n'y a pas d'école qui forme au métier de DBA. Donc on va y arriver après, en fait, soit du côté du dev, soit du côté de l'infrastructure. Et ce qui fait que c'est un métier assez unique dans l'IT, c'est que justement, en fait, il se trouve au carrefour de ces deux mondes-là, qui sont souvent des mondes qu'on oppose en entreprise, hein, l'infrastructure et les études. C'est souvent la guéguerre entre les deux. L'infrastructure dit que ça vient, c'est la faute aux applis, les applis disent que c'est la faute des serveurs qui ne vont pas assez vite, etc. Le DBA, lui, il est entre ces deux mondes-là. Et donc, il a la vision de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il a la connaissance des aspects architecture, serveur, stockage, réseau, mais il a aussi la connaissance du développement, de la partie fonctionnelle, des exigences du métier. Alors que l'administrateur système, lui, il n'a pas forcément connaissance des exigences du métier, le développeur, il n'a pas forcément connaissance des contraintes côté infrastructure. Et donc ça en fait un poste un petit peu avec une vision assez panoramique de l'IT, c'est quelque chose d'assez unique. Hein. Il n'y a à peu près que ce poste-là qui est cette largeur de vision de tous les systèmes et de toutes les exigences et les contraintes d'un système d'information. Donc c'est un poste qui est vachement intéressant. Je vends un petit peu mon boulot. Je fais ce métier-là depuis 25 ans. C'est vrai que je vous le vends un petit peu, mais c'est vraiment un métier passionnant. Un autre truc aussi que je pense qu'il fallait dire peut-être donner un autre aspect vraiment passionnant de ce métier, c'est qu'on a un petit peu des super pouvoirs en fait en tant que DBA, parce que en termes d'optimisation sur les performances, vous allez retrouver les gens de l'infrastructure qui vont pouvoir
Si un traitement est un peu long, par exemple, dire bah, on va te changer de machine, on va te mettre sur une machine plus puissante, on va changer les disques, on va mettre plus de mémoire. OK. Côté dev, on va réécrire des bouts de code, réarchitecturer certaines choses. OK. Mais vous ne trouvez jamais aucune discipline qui vous permette de gagner autant sur les performances d'un système qu'en jouant sur les accès aux données, en fait. Enfin, sur une application qui est centrée sur les données, évidemment. On imagine un traitement, alors un utilisateur, les utilisateurs arrivent le matin, lancent leur application, et puis tous les matins, ils vont prendre un café pendant 10 minutes, parce que le temps que l'écran se charge, il faut 10 minutes. Donc ils vont prendre leur café, ils reviennent, ils attendent que l'application se lance, et ils peuvent commencer à travailler. Et bien le rôle du DBA, là, ça va être d'analyser pourquoi c'est long, et d'essayer de faire en sorte, par toute une discipline, en travaillant autour du SQL, de l'indexation des bases, faire en sorte que ces 5 ou ces 10 minutes, ça devienne instantané, en fait. Et que les gens arrêtent de perdre du temps, en fait, et soient directement efficients dans leur travail. Et il n'y a réellement que cette discipline-là qui permet d'avoir des gains sur ces échelles-là. C'est-à-dire qu'on parle de x100, x1000. J'ai vu des traitements qui duraient 6 heures, réécrits, qui duraient plus que 12 minutes. La même chose, juste réécrit, c'est tout. Et là, ça ouvre des possibilités immenses. Et donc c'est vrai qu'on se sent un petit peu spéciaux, un petit peu valorisés, un peu fiers de contribuer à ce niveau-là, à la performance du système d'information. Voilà, donc c'était un petit peu mon côté vente. Mais est-ce que vous avez des questions jusque-là, là-dessus? C'est clair pour vous? Tout va bien? Ok. Bon, on va commencer, on va poursuivre avec les interviews. Je ne vais plus utiliser l'écran parce qu'on va faire de l'interview directement. Donc je vais débrancher cette partie-là. Et puis on va poursuivre. Alors, je suis venu, je vous disais, accompagné de Sarah et Félicie, qui sont donc 2 TBA, chacune sur des moteurs différents, et qui vont donc vous expliquer un petit peu leur parcours. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc tu es DBA Postgres chez CapData aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment l'idée de travailler dans l'informatique t'est venue? Donc moi, il faut savoir qu'à la base, mon père est dans l'informatique. Ça fait 30 ans qu'il travaille pour EDF et qu'il s'occupe de leur application de cartographie. Donc c'est quelque chose qui est dans la famille depuis que je suis toute petite. En fait, c'est lui qui m'a clairement mis dedans et qui m'a donné l'envie de me diriger vers les métiers de l'informatique. D'accord. Et donc là, pour le coup, le cadre familial était plutôt favorable. Oui, ouais, il était très fier que je prenne la relève après lui. Et puis ma mère, elle a vu que c'était mon truc, donc elle a laissé faire. Et alors, comment ça s'est passé donc avant finalement le bac? Tu as su très tôt que tu voulais faire de l'informatique. Est-ce que tu as eu des freins malgré tout? Ouais, alors quand j'ai commencé à chercher mon orientation quand j'étais en première, donc je savais où est-ce que je voulais aller. Et je suis partie en ES à l'époque, donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les anciennes filières, mais ES c'était pas du tout de la scientifique. Et ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que j'avais ce projet professionnel depuis longtemps, et quand j'en ai parlé à mon professeur de français de l'époque en première, il m'a dit « Non mais tu vas pas faire de l'informatique, tu vas faire du journalisme. » Non. Non, c'était vraiment pas mon truc. Les gens me disaient ah oui, l'informatique c'est vraiment un métier où tu t'enterres dans une cave et tu restes enfermé toute la journée devant tes écrans. C'est pas glamour en fait. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on est une femme. Et ben, je suis convaincue qu'ils avaient tort. Là, on est sur des gros préjugés. Voilà, c'est ça, des très gros préjugés. C'est vrai qu'il y a l'influence familiale, mais on a tendance à sous-estimer aussi l'influence du corps professoral au lycée. Donc bon, tu lui dis non, je ne ferai pas du journalisme, je vais faire de l'informatique. Qu'est-ce qui se passe? Donc tu passes ton bac? Donc j'ai passé mon bac en 2012, donc ça fait longtemps. Et après ça, du coup, je suis partie en BTS et je me souviendrai toujours de mon premier jour de BTS où la professeure principale, qui allait aussi me faire mon module de base de données, m'a dit « On a vu votre dossier, vous étiez l'une des seules femmes, on vous a pris direct. »
Puisque au final, on était 40 dans ma classe et on était 2 filles. Donc vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc j'ai fait mon BTS et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer une appétence pour la base de données, puisque la professeure qui se chargeait de faire ce cours-là et qui nous faisait aussi les bases de la programmation, elle était vraiment super. C'était une femme qui était vraiment passionnée par ce qu'elle faisait et moi en fait ça m'a plu. Donc voilà. J'ai fini mon BTS et je suis partie en licence professionnelle, donc une classe de 40 élèves, pareil, mais j'étais la seule fille. C'est une habitude à prendre au final. On fréquente beaucoup de garçons, on s'y fait. Donc j'étais la seule fille dans ma licence pro que j'ai fait en alternance. Et en sortant de ma licence pro, je suis sortie en septembre et en octobre, début octobre, j'ai commencé mon premier emploi en CDI dans une grande ESN où j'ai travaillé pour une banque sur une application qui était majoritairement faite en Oracle à l'époque. Et en fait, c'est pendant cette expérience professionnelle que j'ai rencontré mon premier DBA. Donc je connaissais pas du tout le métier et j'ai rencontré mon premier DBA à cette époque-là. Et c'était quelqu'un d'absolument formidable qui m'a en fait transmis son amour de la base de données parce que je voyais qu'il s'éclatait en fait dans ce qu'il faisait et ça m'a totalement contaminée. Et j'ai su après que je voulais faire ça. Donc j'ai essayé de m'arranger à l'époque avec l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui m'a dit que les DBA, ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils en avaient déjà 2 pour 500 employés. Bref. Et du coup, j'ai voulu changer d'air. Je suis partie de cette entreprise-là et j'ai intégré un client final. Donc je travaillais dans la DSI pour un client, où il y avait un autre DBA avec moi qui m'a formé pendant 6 mois et qui après m'a donné les clés et m'a dit vas-y, débrouille-toi. Grosse responsabilité. Grosse responsabilité. Ouais. Donc je me suis débrouillée, mine de rien. J'ai appris tout sur le tas parce que je ne sortais pas du tout d'un parcours scolaire en fait qui me menait vers ce métier-là. Je sortais d'un parcours scolaire qui me menait en fait vers le développement puisque c'était ce que j'avais étudié pendant 3 ans. Donc j'ai appris tout sur le tas, j'ai essayé de faire comme je pouvais, comme un peu tout le monde, hein, avec les recherches Google, hein, c'est facile. Et j'ai fini par changer encore une fois d'entreprise pour me retrouver à CapData. Alors, comment ça s'est passé ton intégration? Parce que alors, quand tu es arrivé, donc il y a 1 an à peu près, alors on avait déjà fait Lucie dans l'équipe, mais c'était la première fille CapData, donc l'équipe elle a une vingtaine d'années, il n'y a toujours eu que des garçons. Hein. Donc quand elles sont arrivées, c'était les 2 premières filles, mais c'était la première fois que tu intégrais une équipe par contre, où là tu n'étais plus toute seule, c'était vraiment un ensemble, une dizaine de personnes. Ouais, voilà. Donc en fait, comme je disais, dans mon expérience précédente, il y avait déjà un DBA et c'était lui qui m'avait transmis les billes avant que je parte, mais j'étais quand même toute seule face aux développeurs, c'était moi qui m'occupais de leur base de données. Et là, je suis arrivée à CapData et on était une équipe de 8 DBA. J'avais jamais travaillé en équipe avec d'autres DBA et je me suis rendu compte que c'est super sympa. Enfin, j'ai été très bien intégrée, donc mes collègues sont des gens adorables. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise puisque je me suis trouvé des points d'intérêt avec certains membres de l'équipe qui ont su tout de suite me mettre à l'aise. Et depuis, ça se passe super bien, on s'entraide beaucoup. C'est très très loin des clichés où on se dit c'est des experts, ils font que ça toute la journée, ils vont parler que de ça, ils vont être enfermés dans leur base de données tout le temps. En fait, non, c'est des gens comme tout le monde. Des gens normaux, cool. Quoi. Voilà. Ah ouais. Okay. Presque tout le monde. Bon, tu as un certain nombre d'années d'expérience maintenant dans ce métier. Par rapport à la thématique aujourd'hui, tous les problèmes justement d'intégration des filles dans les filières numériques et puis même après, au-delà dans les DSI, c'est quoi ton recul en fait là-dessus et comment tu vois les choses, comment ça s'explique à travers ton parcours et ton expérience? Alors, pour le coup, moi, j'ai fait un constat, c'est que quand j'étais au lycée, on ne m'a jamais parlé d'informatique. C'est-à-dire que en seconde, on me parlait d'école de commerce, on me parlait de tourisme, de journalisme, mais on ne me parlait jamais d'informatique. Je n'en ai jamais entendu parler. Je pense qu'il manque en fait quelque chose au lycée qui te fasse découvrir le domaine, en fait, puisque t'arrives à ton choix d'orientation et on t'en a jamais parlé, donc forcément tu vas pas t'orienter vers ça. Donc je pense que
pour aider un petit peu à diriger les filles vers l'informatique, il faudrait des modules de découverte ou quelque chose qui puisse les initier et leur mettre le pied à l'étrier et leur montrer que c'est très loin des clichés que tout le monde véhicule sur l'informatique. C'est pas du tout ça. Ok. Eh ben, merci Sarah. Est-ce qu'il y a des questions pour Sarah? Les modules pour les garçons et pour les filles, au lycée, il n'y en a déjà pas assez, je trouve. Même l'enseignement est minime pour l'informatique et on trouve que ça dans les enseignements supérieurs. Donc déjà, la place de l'informatique dans l'éducation nationale est déjà très minime. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense que ça encouragerait en fait, je pense, plus de gens à aller vers ces filières-là si on leur faisait découvrir ce que c'était et si on les enfermait pas dans les classiques comme on fait au lycée. C'était juste pour dire que la passion de l'informatique, c'est davantage personnel, c'est de l'autodidacte, beaucoup. Ouais. Donc c'est pour ça que on va dire que l'école n'y touche pas, parce que souvent c'est des métiers niche un peu. Donc, c'est aussi beaucoup des rencontres, hein, là, tu vois. C'est une rencontre avec un professeur ou avec un collègue qui va ouvrir les yeux sur un nouveau métier, des nouvelles perspectives, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé en fait, qu'on n'avait jamais vu à l'école et puis jamais vu peut-être dans les autres. Pour ça, je disais tout à l'heure, il y a plein de carrières dans une carrière et on peut découvrir un métier qu'on n'aurait pas imaginé aussi en faisant, je sais pas, du développement. Enfin, je veux dire, on vient tous de métiers différents. Moi, j'ai commencé à faire de l'administration système Unix, puis après j'ai fait du développement, puis ça a été assez tortueux jusqu'à ce que j'arrive aux bases de données. Et tout le monde, je pense, a un parcours aussi très différent et très accidenté. D'autant plus que ce métier-là, comme je vous le disais, il n'y a aucune école qui le forme, donc on n'y vient que avec des rencontres ou en étant en prise avec un système, avec un peu de curiosité, etc. Alors c'est pas du tout le seul, hein, probablement pas le seul dans ce cas-là, mais ouais, c'est l'éclairage en fait qu'on a avant de s'engager dans ces filières-là, sur qu'est-ce qu'on peut faire après finalement, qu'est-ce qui existe comme métier après. Vous avez déjà tous une idée claire de tous les métiers qui existent, de ce que vous voulez faire, comment vous vous projetez dans 5 ans. Vous êtes en première année, c'est peut-être un peu tôt, 5 ans, mais je sais pas, un peu plus, 7, ou pas trop. Vous faites beaucoup de développement? Du développement majoritairement? Il y a beaucoup de DBA qui sont d'anciens développeurs. De toute façon, voilà. Merci pour vos questions. Il n'y avait pas d'autres questions pour Sarah? Non? Eh bien, on va passer à Félicie. Hein? Ça va, Félicie? Ça va bien. Alors, Félicie, toi, tu as un parcours assez atypique. Oui. Alors, raconte-nous ton histoire, parce qu'elle est assez exceptionnelle. On m'entend ou oui, c'est bon. Alors, je me présente, donc Félicie. Parcours assez atypique, c'est vrai, parce que j'ai eu donc une reprise d'études, donc un arrêt et après une reprise d'études. Avant la reprise d'études, donc j'ai travaillé 10 ans en jardinerie en tant que vendeuse végétaux. Et un jour, je me suis retrouvée donc, derrière une caissière qui passe des articles à scanner. Et je suis de nature un peu curieuse, enfin très très curieuse d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois que je passais un article, il y avait une référence de l'article, le petit nom qui va bien avec, son libellé qu'on appelle, le stock et à la fin, donc après, le total du toto de l'addition. Et moi, dans ma petite tête, je me dis, mais où est-ce que c'est stocké tout ça? Assez culotté, je vais voir donc les personnes qui s'occupent de tous ces articles-là. Et donc, je viens leur demander comment tu fais rentrer ces articles dans le système. Parce que moi, je suis en caisse, ok, mais je scanne, mais il y a bien quelque chose qui fait que c'est rapatrié donc, de l'autre côté sur l'interface. Donc, la personne ne connaissait pas, comment dire, la patronne, pour être plus précise, me dit, c'est simple. On accueille les produits sur le quai, on les scanne, et puis ensuite, c'est rentré dans un tableau Excel. Ok. Mais ça n'explique pas comment c'est rentré en base de données. Ça, c'est vraiment le côté patron.
Et un jour, une boîte externe vient pour du stockage, pour une baie de stockage. Et donc, une nouvelle fois culottée, je vais voir la personne et je lui dis comment ça se passe pour ta baie de stockage côté infrastructure. Donc, il commence à m'expliquer. Et moi, je n'avais pas tout le côté jargon informatique. En fait, quand même pour aller plus loin, il parle technique. Moi, je lui demande en fait de vulgariser de l'autre côté. Et en fait, il en avait un peu rien à faire. RAF. Laisse tomber, tu comprends laisse tomber, pas. tu Voilà. comprends rien. Ouais. Et même, je dirais, laisse tomber, tu comprends rien, t'es une femme. Ça fait toujours plaisir. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et donc, je vais voir quelqu'un d'autre qui fait de l'informatique. Pareil. Donc, il m'explique en fait comment que ça se passe. Hein. Donc, il y a bien des données, c'est stocké. Voilà. Et à ce moment-là, j'avais un BEP et donc je me dis, je reprends et je fais mon bac. Donc, je fais bac S. Je me suis dit, non, mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Donc, je fais mon bac S en candidat libre avec des lycéens. C'est assez rigolo d'ailleurs. On fait la queue avec notre petite convocation. Donc, j'ai réussi à avoir ce bac. Et ensuite, concrètement, c'est l'informatique qui m'intéressait. Je suis allée voir donc, une université. Et j'ai toqué à la porte du directeur informatique, du département informatique. Je lui ai fait bonjour. Donc, c'est bonjour Thomas. Je m'appelle Félicie. J'aimerais m'inscrire en licence informatique. Il me fait OK. Il a été sympa. Il a été sympa. On n'a pas bu le café ensemble. On n'était pas loin. Non, je plaisante. Mais il m'a dit, OK, je vous inscris en licence. Donc, je fais la licence 1, la licence 2, la licence 3. Et la licence, c'est assez générique. Finalement, il y a un petit peu de tout et pas de rien à la fois. Hein, un petit peu de tout, en fait. On pioche dans toutes les cases. Un petit peu de dev, un petit peu de base de données. Et cette université-là est axée, base de données en sortie master. Donc, c'est master BDMA, Big Data Management Analytic. Et là, c'est parti. Donc, on rembobine. Hein. Donc, il y a eu les 3 années de bac S, je reviens là-dessus, les 3 années de licence et après les 2 années de master. Et dans cette UE, donc dans le master, on avait donc une UE qui s'appelait le Data Warehouse Advanced. Exact. Ouais, merci pour le rafraîchissement. Très bon prof d'ailleurs. Et un peu dans le même optique que toi, Sarah, il a donné en fait cet amour de base de données. Donc, et c'est marrant parce que c'était une UE, donc l'unité d'enseignement, une partie du travail d'un DBA. Voilà. Quoi par exemple? Quoi par exemple? C'était côté... alors ça, c'était rigolo. On bossait donc sur le SGBD Oracle. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était donc, on calculait le stockage, parce que il y avait des types de données, le stockage et de l'autre côté, ça l'impacte. Après, on avait la partie gain, les calculs de gain, la mimine, crayon, avec une petite calculette, bien sûr, qui va bien. Et ce qui était drôle, en fait, dans cette UE, c'était le côté perf, qu'on retrouve dans le côté DBA, ce que disait David tout à l'heure, avec l'index. Et en fait, parfois, on se dit, tiens, j'ajoute un index. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un index. Vous avez vu ça, les index? Vous avez fait du SQL? Pas encore, peut-être? Imaginez un index comme à la fin d'un livre, en fait, hein, qui vous liste les mots, tel mot, il se retrouve à telle page. Vous cherchez un mot, vous allez directement à la page. C'est un raccourci pour éviter d'avoir à lire le livre en entier, en fait. Voilà. Donc, je me permets. Donc là, on ajoute un index, on vérifie si on a un gain de perf, c'est qui tout double. Parfois, on avait peut-être une requête qui, donc on la faisait run, elle pouvait mettre 30-35 minutes. Et c'était drôle parce qu'on mettait cet index-là, elle mettait 10 secondes. Là, c'était magique, c'est comme du dev. On cherche l'erreur et puis au bout d'un moment, donc, on trouve et là, c'est magique, les étoiles dans les yeux. Et parfois, on ajoute l'index, et là, c'est plutôt le double que le kit. Donc, on retire l'index. Et à côté de ça, en ajoutant un index, il ne faut pas oublier qu'on a la partie stockage. Donc, ça fait un stockage en plus. Voilà, ça, c'est le côté fun du DBA. Et je continue là-dessus. Vraiment, je vends le métier de DBA parce que c'est important et c'est très sympa. Ce que disait David, ce qui était intéressant tout à l'heure, c'est que le métier de DBA, ce n'est pas routinier.
un jour, on va faire, je ne sais pas, une création d'index, et un autre jour, on va faire une installation d'un SGBD. Et ce qu'il disait encore, je reviens là-dessus, parce que ça, c'est important. Il faut, en fait, quand on sort des études, par exemple, quand je suis sortie de master, je me suis dit, tiens, j'ai toutes les valises, elles sont là. Je vais aller démarcher l'entreprise. Et de toute façon, c'est simple, je suis un génie, je suis une génie. Et je vais dire au patron ou à mon chef, peu importe, tu peux me prendre, je suis du prêt-à-porter, tu n'as pas à me former, j'ai tout, j'ai tous les bagages. Moi, ça, c'est faux, archi faux. Mais vraiment. Alors là, c'est décevant, on a la mine qui se descend un peu, j'avoue. Et alors, je me suis dit, bon, mon chef me dit, non, tu sais, il va falloir quand même 3 ans pour que tu sois formé sur ce SGBD-là, parce que là, aujourd'hui, c'est MySQL et un peu SQL Server. Et moi, dans ma tête, je reviens là-dessus, je me suis dit, non, 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 t'inquiète pas, je vais mettre un coup de rush et je vais y arriver. Et donc, non, 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 on en apprend tous les jours. Ça, c'est le côté fun du DBA ou d'une DBA, voilà. C'est que plus on avance dans le désert et puis plus il est long, quoi, globalement. Hein. Plus on se rend compte de choses, les choses qu'on ne connaît pas, quoi. Plus on apprend des choses et plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Exact, ouais. Ça, c'est drôle. C'est vrai. Donc toi, c'est vraiment la curiosité hein, qui t'a amené... Et est-ce que, je reviens sur... je fais un bond en arrière. Est-ce que au moment de franchir le pas, de t'orienter vers des études scientifiques, même la filière, le bac scientifique, est-ce que tu as eu des freins aussi, comme on a vu un petit peu plus haut? Oui, oui. Alors ça, c'est un frein... c'est drôle parce que c'est dans le sondage, ça, c'est le frein des parents. Alors, malgré ma reprise d'études, donc c'était 27 ans, j'ai dit à maman, papa, bonjour maman, bonjour papa, je veux devenir informaticienne et je veux faire de la base de données. Ils ont sauté au plafond et ils m'ont dit, tu es sûre, parce que c'est quand même un métier de garçon. Alors moi je réponds effrontée, oui, 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 je ferai informatique et base de données. Et après c'était la deuxième douche froide de papa, enfin plutôt maman. C'est un métier de garçon et puis tu sais, c'est plus un Yeti, il n'y a pas le côté humain. Voilà. Il se lave pas. Moi j'ai visualisé hein, les Yeti, hein, bien poilu, qui pue, qui boit un verre à côté et qui mange son sandwich. Et donc voilà, je dis non, non, je ferai ça. Voilà. Et alors au final, c'est des Yétis? Non, non, pas tant que ça, non, je plaisante, mais non, 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 c'est pas du tout des Yétis, non, non, pas du tout. Comment ça s'est passé ton arrivée? Donc toi, du coup, historiquement, donc Félicie est arrivée en mai 2021. 21, ouais. Voilà, donc il y a bientôt, enfin 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et là, pour le coup, il n'y avait jamais eu de fille hein, dans l'équipe. C'était donc la première. Ouais. Comment ça s'est passé ton arrivée dans l'équipe de Yeti? Dans l'équipe de Yeti, non, c'était très bien. C'était très sympa, très accueillant, plutôt avenant. Et en plus, il y avait une diversité qui était vraiment bien, en fait. Et puis, il y a une valeur au sein de l'équipe CapData, non pas pour vendre CapData, hein, tout ça pour dire que les hommes peuvent être humains aussi. Et il y avait une bienveillance, une entraide qui était là. Ça, c'est top. Donc, c'est vrai que ça aide quand il y a beaucoup de connaissances à accumuler, pouvoir partager. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour Félicie? Est-ce que vous avez des questions pour Félicie? Non, soyez pas timide. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général? Oui. C'est plus en tant que femme dans l'entreprise. Est-ce qu'il est déjà arrivé d'avoir... en tant que femme dans l'entreprise, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, comme il y a majoritairement beaucoup d'hommes, d'avoir des comportements peut-être un peu déplacés? Je pense que ça peut arriver pour moi. Non, pas pour ma part. Peut-être non. Alors, non, ça m'est jamais concrètement arrivé, mais je sais que quand j'ai commencé, il y avait quand même une grande partie de mon équipe qui se demandait ce que je faisais là. C'est-à-dire que je débarquais avec mon diplôme, c'est bien, t'as un beau diplôme, c'est cool, mais qu'est-ce que tu sais faire avec?
Et pendant un moment, j'ai senti qu'il a fallu que je fasse mes preuves quand même, et que parce que j'étais une femme, c'était pas forcément tout gagné pour moi. Donc ça a été un petit frein quand je suis arrivée dans l'entreprise et qu'il a fallu que je fasse mes preuves. Mais non, j'ai pas fait face à des comportements. Non, ça m'est jamais arrivé. Il faut se battre un peu plus, quoi. Enfin, voilà. D'autres questions? Bon, c'est quoi votre avis alors? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Ah, une question. Est-ce que ça vous arrive encore aujourd'hui de devoir faire vos preuves, que ce soit auprès peut-être pas de votre entreprise actuelle, mais avec d'autres personnes avec qui vous travaillez? Alors, aujourd'hui, non, puisque ça fait 1 an que je suis dans l'entreprise et que je suis quand même bien... J'ai pris ma place, littéralement. Mais non, ça m'arrive plus aujourd'hui. Après, je sais que comme j'ai dû faire mes preuves au départ avec ma première entreprise, j'ai ce réflexe de un peu plus m'imposer quand, par exemple, je vais faire face à un nouveau client que je connais pas. J'ai ce réflexe d'un peu plus m'imposer et me montrer que je n'aurais eu d'ordinaire et que je n'ai dans ma vie sociale, parce que je sais que ça peut être un frein et qu'il faut que je montre que moi aussi je suis capable. Est-ce que quand vous donnez votre avis, par exemple, sur des questions techniques, parce que vous êtes quand même des expertes, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute moins, peut-être, parce que vous êtes des femmes? En général, ça peut arriver quand un client appelle en direct. C'est assez rigolo parce qu'ils prennent pour la secrétaire. Ah, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Ils disent, oui, non, on voudrait quelqu'un de la technique. Bah oui, Moi. c'est moi. Voilà. Alors après, je sais que c'est peut-être pas lié à mon statut de femme, mais quand je suis de support et que j'ai des nouveaux clients au téléphone, quand ils se rendent compte que je peux les aider dans leurs problématiques, il y a un petit moment de flottement, quoi. C'est oui, alors j'ai ce problème-là et j'aimerais bien parler à quelqu'un. Je fais ouais, expliquez-moi, il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Ah, oui, bon, bah d'accord, donc voilà. Donc c'est Mais pas... je suis pas sûre que ce soit attribuable au fait que je sois une femme, mais je sens encore des petits moments de flottement de temps en temps. Il y a encore du chemin, quoi. Ouais, il y a encore un peu de Dans chemin, les- je pense. Parler des préjugés, ils ont vraiment la vie dure. C'est vrai que c'est compliqué même après, hein. Voilà. Alors ouais, je voulais vous demander si vous aviez, par rapport à ce qu'on vous a montré sur l'observatoire, vous avez déjà réfléchi à la question. Est-ce que vous avez des opinions sur ce qu'il faudrait faire? Parce qu'aujourd'hui, dans les promotions, c'est... Ah oui, il y a une question à gauche. Justine, on disait 10%, 15%? Ouais, chez Epitech. 10%. Plutôt 10 que 15 ans là. Mais on travaille beaucoup à contrer ce bas pourcentage. Alors, je suis d'accord qu'il n'y ait pas beaucoup de filles, etc., dans certaines disciplines, mais est-ce que en soi c'est si grave que ça? Parce que je suis d'accord qu'il faut les aider si certaines filles veulent faire de l'informatique, mais on ne va pas forcer certaines filles à faire de l'informatique parce qu'il n'y a pas assez de filles. Effectivement, c'est pas les forcer, c'est juste montrer que c'est possible en fait. Parce qu'il y a beaucoup de freins, de barrières mentales. On l'a vu tout au début, le problème d'estime de soi, où il n'y a que la moitié des filles qui pensent être capables de faire des filières informatiques derrière. Ça, il n'y a aucune raison. Ça devrait être le même score des deux côtés. Il n'y a aucune raison, vraiment aucune. Donc, il y en a peut-être parmi ces 43%, enfin, pas ces 43%, justement le reste, qui voudraient et qui pensent ne pas être capables de le faire. Et là, c'est dommage. Oui, je suis d'accord que celles qui ne veulent pas faire, on ne va pas les forcer, évidemment. Ça n'a pas d'intérêt. Mais le capital intellectuel dont je parlais tout à l'heure, c'est celui qui est motivé pour le faire et qui soit se met des freins, soit on a de par l'entourage familial, soit c'est pas bien se projeter après, qu'est-ce que je vais faire, etc. Quel métier j'ai envie de faire, je sais pas. Oui. Ok. C'est bon.
question, c'était plutôt sur les modes d'enseignement du coup actuels qu'on peut retrouver au lycée. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, maintenant on a un truc qui s'appelle la NSI, et donc c'est l'enseignement à l'informatique en tant que spécialité. Donc on peut avoir jusqu'à 8, voire peut-être 10 heures par semaine d'informatique. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, et si pour vous c'est quelque chose qui aurait dû par exemple avoir été créé bien avant, ou si c'est quelque chose qui maintenant est assez, ou enfin, voilà, ce que vous en pensez. On va voir le contenu en fait de cet enseignement. Qu'est-ce qui est enseigné dans ces matières-là, dans ces 10 heures? Alors moi j'ai eu, du coup, on a parlé un petit peu de SQL et de base de données. Ouais. C'est vraiment de l'introduction. Bien sûr. Donc on a aussi une introduction à l'informatique de manière générale avec l'histoire de l'informatique, les créateurs, les personnages principaux entre guillemets de ce monde-là, et beaucoup de développement aussi. Donc c'est ce qui m'a amené ici, parce que le développement c'est vraiment la catégorie très très mise en avant dans l'informatique, on va dire, même si on sait tout ce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment ce qui est mis complètement en avant par-dessus tout. Et moi je trouve que, pour ma part, je donne un peu mon avis, mais l'idée d'avoir créé une matière comme ça, c'est une très bonne idée, mais je pense que ça aurait dû avoir lieu bien avant, très largement avant, et aussi que c'est vraiment dommage que là on n'en soit qu'au balbutiement, parce que vraiment moi j'avais par exemple un prof qui avait qui avait eu une petite formation de quelques mois pour enseigner 2 ans voire 3 ans d'informatique, et on sentait que lui-même n'avait pas les connaissances, il l'assumait complètement parfois, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas des professeurs d'informatique réellement au lycée, parce que là c'était un professeur de mathématiques pour le coup. Et est-ce que vous pensez qu'on sous-estime un petit peu le milieu peut-être? Oui, clairement. Alors il y a la problématique de manque de formation des intervenants. On a vu, les rencontres c'est important, on va accrocher à un métier ou à une discipline parce que le professeur ou le collègue va transmettre un peu la passion, l'intérêt. Donc je pense que c'est la figure d'enseignant est importante. Donc c'est effectivement, s'il est un peu léger, il ne sait pas trop à répondre aux questions, etc. Aussi, il a des élèves qui s'intéressent davantage et sont un peu plus en avance. C'est compliqué. Ça aurait pu arriver plus tôt, effectivement. Alors ça se fait dans l'enseignement supérieur, il y a du coup des professionnels qui peuvent intervenir aussi pour parler directement à vous, étudiants, du concret. Ça pourrait être les bases de données, ça pourrait être tout un tas de trucs différents. Et ça peut-être c'est peut-être plus concret maintenant que vous êtes là. C'est vrai qu'au lycée, peut-être que cette partie-là manque. Tout à l'heure, Sarah disait, en tout cas à l'époque, on manque de visibilité sur les métiers, les filières, qu'est-ce qui est possible de faire en fait. Tout simplement, on ne sait pas du tout. Et le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux lycéens de choisir encore plus tôt sur quoi ils vont devoir s'engager. Dès la première, il faut choisir 3 spécialités, et puis on est déjà mis dans un espèce de canal assez tôt, c'est difficile de savoir. En seconde, d'autant plus qu'on manque d'informations en dehors des filières Rennes, traditionnelles, on va dire, médecine, école d'ingé, le droit, fac. Donc, alors pour tout vous dire, la démarche qu'on entreprend aujourd'hui, on voudrait vraiment essayer de la pousser et de la descendre au niveau lycée, c'est-à-dire aller discuter avec les lycéens et les lycéennes de ces problématiques-là, parce que vous avez déjà un petit peu fait votre choix, vous avez les idées relativement claires sur ce que vous voulez faire, et ça se joue plutôt au lycée justement, ces enjeux-là, et on voudrait vraiment essayer d'aller au contact des lycéens et voir directement avec eux. Par exemple, sur cet enseignement NSI, il y avait beaucoup de filles. Je m'étais retrouvé personnellement dans une classe avec au moins 35 garçons et 1 ou 2 filles. D'accord. Le fait est, je me permets, oui. Du coup, par rapport à cette introduction sur l'informatique au niveau du lycée,
pour travailler au plus près des lycées, justement, on se rend bien compte que le premier frein, ça peut venir au niveau des CPE, tout simplement, qui sont pas du tout partants pour distiller la bonne parole informatique ou mettre des ateliers d'initiation ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à bien des égards, on a tous fait dessin, musique assez tôt au collège et au lycée. Pour autant, on ne devient pas tous ni Mozart ni Picasso, mais on n'a pas de cours obligatoire sur l'informatique. Et bon, voilà. En tout cas, je trouve que ça devrait faire partie voilà, des enseignements de base. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais au moins on l'a eu. Voilà. Qu'il y a un enseignement minimum pour tout le monde, en fait. Donc, Un petit mot, un petit exemple d'une étudiante à Epitech qui est maintenant 5e année, qui fait partie des majeures de promo. Cette étudiante a commencé sa formation dans une école de communication l'ISEG à côté. Et tous les étudiants et étudiantes de l'ISEG, en fin de première année, ils font 3 semaines de formation à l'informatique à Epitech, leur faire découvrir ce que c'est que le code. Ça peut leur servir dans leur expérience future. Et cette étudiante, arrivant en 2e année à l'ISEG, s'est dit, mais waouh, c'est ça l'informatique en fait. On m'a jamais fait goûter avant, je ne savais pas ce que c'est, ça me plaît. Elle était revenue en journée porte ouverte avec ses parents au bout de 2 ans à l'ISEG en mode, mais non, en fait, c'est de l'informatique que je veux faire. Et elle s'est éclatée à Epitech. Et elle, ce qu'elle disait, ça, c'est jusqu'à la terme, il n'y avait rien. Jamais on lui a fait goûter ça. C'est pour les mecs, et ben non, elle part faire de la com, elle part, voilà, ce qui est des métiers plus féminins. Et c'est dommage. Voilà, c'est juste un manque d'expérience avant. C'est presque quelque chose qu'il faudrait faire beaucoup plus tôt, en fait. Alors là, c'est parce qu'il y a un partenariat aussi que c'était possible. C'est pas possible systématiquement, mais... C'est ça. Ouais. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non. Bon, eh bien merci à vous de votre accueil. Merci à vous, à toute l'équipe Et CapData. puis alors si vous avez vraiment voulu venir nous poser des questions, on reste là de toute façon, il n'y a personne je crois après nous dans l'amphi. Oui, n'hésitez pas, vous avez encore un petit peu de temps devant vous effectivement. Si vous souhaitez prolonger les échanges en individuel, poser des questions plus particulièrement sur l'activité CapData et l'activité DBA. Donc là, je pense que nos 2 intervenants se feront un plaisir également de répondre à vos questions. Tout à fait. Merci en tout cas pour Merci votre présentation. Merci à vous.